Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours ce jeudi 27 octobre 2022 et je voudrais clôturer en fait cette réflexion sur cet ouvrage de René Guénon, La crise du monde moderne, chez Folio et c'est. Alors, j'ai pas lu tout l'ensemble, j'ai commencé un petit peu voilà, les premiers chapitres. Voilà, il y a des chapitres qui sont très intéressants. L'individualisme, j'ai un petit peu picoré, j'ai regardé, ça a l'air très très intéressant. Ensuite, le chaos social, alors je pense que c'est très intéressant. J'ai lu les quelques premières lignes. Nous n'entendons pas dans cette étude nous attacher spécialement au point de vue social qui ne nous intéresse que très indirectement parce qu'il ne représente qu'une application assez lointaine des principes fondamentaux. Voilà par exemple euh, pourquoi il le juge ainsi. Alors après le dernier chapitre, alors il y a une civilisation matérielle, le chapitre d'après, et puis le chapitre 8, l'envahissement occidental. Je devrais le lire, mais bon, je vois à peu près de quoi il veut parler, je pense, et donc j'ai suffisamment traité dans les vidéos précédentes. J'ai quand même fait une quinzaine de vidéos sur cet ouvrage-là. Donc je pense que j'ai traité une bonne partie de ce que j'ai intuitivement compris, parce qu'en fait, ce n'est pas des études profondes, hein. Je ne suis pas un universitaire, donc c'est des réflexions très euh, intuitives. Voilà, c'est un peu artistique ma façon de voir les, ces auteurs. Voilà. Et alors, donc, cet ouvrage, il l'a écrit dans les années 40. Voilà, il a réfléchi à cette dichotomie entre l'Occident et l'Orient dans ces années-là, donc entre les années 20 et les années 40. Et donc, il faut resituer cette lecture à cette période-là. Je vais commencer à lire et à découvrir, puisque je n'ai pas lu le texte avant, le chapitre 9, quelques conclusions. Voilà, et ça sera finalement, je m'arrêterai sur ce dernier chapitre. Donc je vais lire et je me permettrai de digresser quand j'ai le sentiment qu'il faut le faire. Nous avons voulu surtout montrer ici comment l'application des données traditionnelles permet de résoudre les questions qui se posent actuellement de la façon la plus immédiate, d'expliquer l'état présent de l'humanité terrestre. Donc, cet ouvrage a été publié en 1946. Et en même temps de juger selon la vérité et non selon des règles conventionnelles ou des préférences sentimentales, tout ce qui constitue proprement la civilisation moderne. Donc oui, il a essayé d'être le plus objectif possible. Voilà, à mon sens, il y avait une velléité assez forte contre l'Occident, dont il voyait un petit peu les déviations et le comportement dans le monde oriental qu'il dominait à l'époque, hein. Voilà, qu'il colonisait tout simplement. Et donc il y avait un petit peu cette agressivité, je pense, qu'on peut déceler très très légère, hein, parce qu'en fait il est extrêmement lucide. C'est un penseur vraiment profond, euh, René Guénon. Et donc, voilà, c'est pas. Il comprend la complexité des choses. Mais simplement, à son époque, il n'avait peut-être pas devant lui la possibilité de voir
Comme, par exemple, moi, j'ai cette option de pouvoir penser que l'humanité va vers son ultime perfection. C'est le travail que je développe sur la mécanique universelle. Et donc, le monde tel qu'il est aujourd'hui ne pouvait pas être autrement. Le monde qu'a connu René Guénon dans les années 40, il ne pouvait pas être autre chose que ce qu'il est. C'est un leurre d'imaginer qu'on aurait pu être paisible, ne pas vivre ces guerres du XXe siècle tragiques, etc., etc. Non, c'était l'humanité ne peut pas ne pas vivre ce qu'elle vit. Voilà, ce qu'elle a vécu. Une fois que c'est vécu, on devait le vivre comme ça. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas. Voilà, c'est une illusion d'imaginer qu'on aurait eu le choix. En définitive, il y a toujours deux routes et il y en a une que l'humanité prend et c'est celle-ci qu'elle prend. L'autre, elle, elle, elle meurt, elle est inexistante en fait. Elle est jamais prise. La voie qu'on ne prend pas, elle n'est jamais prise. Voilà, l'humanité prend toujours la voie qu'elle prend, en définitive. Et donc, il n'avait pas cette possibilité de voir qu'en définitive, le monde était comme ça, qu'il a dû se construire comme ça, et que l'Occident devait passer par cette période de matérialisme, même on peut dire destructeur, et de confrontation et de destruction, de tentative de détruire les spiritualités traditionnelles. Euh, voilà. Et donc, les peuples spiritualisés, en fait, qui font de l'ombre, qui faisaient de l'ombre au matérialisme, à cet ultra-matérialisme de l'Occident. Ils ne supportaient pas, en fait, que ce monde n'adopte pas complètement ces codes, etc., qu'il résiste, etc. Et donc, on voit que 80 ans plus tard, c'est toujours d'actualité. L'Occident n'a pas vraiment, et au contraire, a durci encore son occidentalocentrisme, on va dire. C'est comme ça que j'écrivais la chose sur la mécanique universelle, quand je réfléchissais au comportement de l'Occident, parce que j'ai dû y réfléchir évidemment pour comprendre l'évolution dans laquelle nous étions. Et donc on a encore durci notre matérialisme, notre anti-spiritualité, notre façon de vivre absurde qu'on connaît en Occident. Même si, bon, voilà, on vit, c'est une façon de vivre et forcément ça répond à quelque chose, ça répond à la scientifique, au fait que la science a pris et le progrès a pris un pas décisif dans notre évolution. Et donc pour supporter ces changements rapides, peut-être qu'il fallait se déconnecter du spirituel un peu. Bon, bref, il y a beaucoup de raisons qui ont fait qu'on s'est déconnecté du spirituel. Mais en tout cas, voilà. Je continue ma lecture. Nous n'avons d'ailleurs pas eu la prétention d'épuiser le sujet, de le traiter dans tous ses détails, ni d'en développer complètement tous les aspects sans en négliger aucun. Les principes dont nous nous inspirons constamment nous obligent, du reste, à présenter des vues essentiellement synthétiques et non pas analytiques, comme celle du savoir profane. Et c'est marrant parce que j'ai travaillé sur l'idée, justement, dans la peinture avant de tomber en amour sur la philosophie spirituelle, sur la spiritualité philosophique, je ne sais pas comment on peut dire ça.
j'ai réfléchi sur les deux hémisphères du cerveau. Je travaillais en peinture sur ces deux hémisphères, le côté qui privilégiait le synthétique, la vision synthétique, et le côté qui privilégiait la vision analytique. Et effectivement, moi, je me suis découvert être du côté synthétique, en fait. C'est ce qui fait que, voilà, j'ai une vision un petit peu comme ça, globaliste des choses, mais pas très approfondie et pas pointue. Voilà, c'est ce qui manque d'ailleurs à mon travail. Voilà. Mais ces vues, précisément parce qu'elles sont synthétiques, vont beaucoup plus loin dans le sens d'une véritable explication qu'une analyse quelconque qui n'a guère en réalité qu'une simple valeur descriptive. Et je suis partiellement d'accord avec ça. Simplement, il faut aussi de l'analytique et il faut du synthétique. En fait, on est complémentaires dans tout ce qu'on fait. Voilà, à l'époque, je disais, il faut un galeriste et un artiste ensemble qui puissent, pour travailler ensemble. L'artiste n'a pas les qualités du galeriste et le galeriste n'a pas les qualités de l'artiste. Mais à eux deux, ils sont très importants dans pour la création. Voilà. Et donc, on peut le retrouver à tous les niveaux. Et donc aussi retrouver au niveau de l'évolution humaine. Il faut de l'Occident, il faut donc de une vision active du monde, voilà, travailler, construire, être pressé, etc. Voilà ce que propose l'Occident. Il fallait cette qualité et il fallait la qualité spirituelle de l'Orient, c'est-à-dire l'aptitude à la contemplation, à ne pas privilégier l'action, à ne pas privilégier l'argent, le pouvoir, etc., tout ce qui va avec l'action, et pour privilégier la contemplation, la réflexion sur le divin, les questions métaphysiques, etc. Voilà, c'était nécessaire. Donc je continue. En tout cas, nous pensons en avoir dit assez pour permettre à ceux qui sont capables de comprendre de tirer eux-mêmes de ce que nous avons exposé au moins une partie des conséquences qui y sont contenues implicitement. Et ils doivent être bien persuadés que ce travail leur sera autrement profitable qu'une lecture qui ne laisserait aucune place à la réflexion et à la méditation, pour lesquels, tout au contraire, nous avons voulu seulement fournir un point de départ approprié, un appui suffisant pour s'élever au-dessus de la vaine multitude des opinions individuelles. Il nous reste à dire quelques mots de ce que nous pourrions appeler la portée pratique d'une telle étude. Cette portée, nous pourrions la négliger ou nous en désintéresser si nous nous étions tenus dans la doctrine métaphysique pure, par rapport à laquelle toute application n'est que contingence et accidentelle. Mais ici, c'est précisément des applications qu'il s'agit. Oui, évidemment, bien sûr. Donc, si le spirituel, normalement, il n'a pas besoin de s'intéresser aux problèmes que pose l'Occident, que pose l'Orient. À la limite, c'est quelque chose dont qui ne peut que l'encombrer. Et d'ailleurs, il ne s'intéresse pas à ça en règle générale. C'est le philosophe qui s'y intéresse. C'est le religieux, parce qu'il est dans un système de combat. Il doit s'opposer au monde trop rationnel, etc., parce qu'il lui laisse pas suffisamment de place ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est clair. Mais en tant que philosophe, en tant que penseur, et c'était le cas de René Guénon, c'était un penseur, il était bien obligé de prendre une position et de s'intéresser à ça. Le spirituel, il se met en contemplation devant un mur, devant une icône, devant Dieu, devant
ce qu'il veut devant lui-même, et puis voilà, il embête personne. Et en fait, par exemple, on voit hein, les soufis, ils ne sont pas en combat, hein, ils suivent ils suivent leur bonhomme de chemin, ils ne s'intéressent pas aux problèmes de la société en réalité. Et ils ont raison, parce qu'en fait, euh, c'est c'est extrêmement secondaire. Eux, ils s'intéressent justement au plus haut degré de la spiritualité, c'est l'extase. Parce qu'à travers l'extase, on comprend ce qu'est le divin. Mais on le comprend charnellement, on le comprend physiquement. Voilà, donc c'est tout à fait logique qu'un spirituel se désintéresse euh, du politique et même du religieux dans sa forme radicale, quoi. Celles-ci ont d'ailleurs, en dehors de tout point de vue pratique, une double raison d'être. Elles sont les conséquences légitimes des principes, le développement normal d'une doctrine qui, étant une et universelle, doit embrasser tous les ordres de réalité sans exception. Et en même temps, elles sont aussi, pour certains tout au moins, un moyen préparatoire pour s'élever à une connaissance supérieure, ainsi que nous l'avons expliqué à propos de la science sacrée. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas lu, cette partie-là. Voilà les, les handicaps de ces lectures picorantes comme ça. Mais en outre, il n'est pas interdit, quand on est dans le domaine des applications, de les considérer aussi en elles-mêmes et dans leur valeur propre, pourvu qu'on ne soit jamais amené par là à perdre de vue leur attachement au principe. Ce danger est très réel, puisque c'est de là que résulte la dégénérescence qui a donné naissance à la science profane. Mais il n'existe pas pour ceux qui savent que tout dérive et dépend entièrement de la pure intellectualité, et que ce qui n'en procède pas consciemment ne peut être qu'illusoire. La pure intellectualité, à mon sens, c'est l'extase. Voilà. Comme nous l'avons déjà répété bien souvent, c'est-à-dire que pourquoi c'est l'extase? Parce que c'est il n'y a plus de pulsion. C'est juste l'intellect qui, qui jubile en somme des choses. L'esprit est totalement délié de tout ce qui est pulsion, tendance, etc., etc. Ego, voilà, tout ça, ça a disparu. Il reste plus que l'intellect vide et pur qu'est l'extase. Comme nous l'avons déjà répété bien souvent, tout doit commencer par la connaissance. Et ce qui semble être le plus éloigné de l'ordre pratique se trouve être pourtant le plus efficace dans cet ordre même. Car c'est ce sans quoi, là aussi bien que partout ailleurs, il est impossible de rien accomplir qui soit réellement valable, qui soit autre chose qu'une agitation vaine et superficielle. C'est pourquoi, mais je vous renvoie aux vidéos précédentes pour comprendre, j'ai pas envie d'épiloguer sur ces phrases-là, parce que je les ai déjà expliquées dans des vidéos précédentes. C'est pourquoi, pour revenir plus spécialement à la question qui nous occupe présentement, nous pouvons dire que si tous les hommes comprenaient ce qu'est vraiment le monde moderne, celui-ci cesserait aussitôt d'exister, bien sûr. Et c'est clair que la prise de conscience de l'absurdité dans laquelle nous plonge le néolibéralisme, par exemple, c'est-à-dire travailler plus pour gagner plus, voilà, ces absurdités, ces idioties et ces manipulations, parce qu'en définitive, c'était du rapt, c'est du vol pur et dur. Un système passe à l'euro, à ce moment-là, tout devient extrêmement plus cher. Il y a un hold-up
qui se, qui se généralise dans le pays. Donc, en fait, avec 1200 euros, ce qu'on avait avec 1200 euros maintenant, à partir du passage à l'euro, on n'a plus que, on peut acheter plus que pour 1100 euros, par exemple. Je ne sais pas. Bon, bref. Euh, donc, il y a une perte de trucs. Et un système politique arrive en disant, voilà, ben, il faut travailler plus pour gagner plus, pour gagner juste ce que l'équivalent de ce qu'on gagnait avant le passage à l'euro. Il suffit de travailler plus. Donc, c'était la manière de dire, on va augmenter, il faut augmenter des gens vous euh, ont gardé traditionnellement l'historique de la réduction progressive du temps de travail, mais nous, parce que nous sommes des néolibéraux et qu'on est des pilleurs en définitive, on veut vous faire travailler plus. Et comme ça a été marqué dans le marbre, le fait de passer aux 35 heures, ou bon bref, eh ben on va s'organiser pour que vous travailliez plus et pour le même prix, quoi, en somme. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé dans cette arnaque. Et alors, parce que les médias avaient, parce que cette oligarchie qui était au pouvoir avait les médias dans sa poche, la critique n'a pas pu passer. Donc le peuple s'est laissé complètement abuser. Il a bien compris que qu'au passage à l'euro, il se faisait arnaquer, mais bon voilà, il ne peut pas travailler et puis réfléchir, analyser et faire le travail du philosophe ou du journaliste ou du voilà, le peuple, il est là pour travailler. Il n'a pas normalement à prendre en charge ce que d'autres corporations devaient faire, les syndicats, l'opposition, etc. Mais comme les médias étaient passés du côté de l'oligarchie, eh ben, ils ont étouffé l'affaire, ils ont laissé, voilà, ils ont laissé parler les gens qui disaient non, il n'y a pas eu d'inflation, au passage à l'euro, tout est normal, bon voilà. Et donc le peuple est gentil, il est simple, il se laisse abuser très facilement, hein. Voilà, jusqu'à un certain point, et il est naïf le peuple. Et d'ailleurs, un jour ou l'autre, l'abus du peuple, l'abus de la naïveté du peuple sera condamné. Pour l'instant, ils en profitent là, le système pour abuser la naïveté du peuple. Mais un jour, ça sera condamné gravement comme un crime contre l'humanité, parce que voilà, c'est une attaque contre le souverain, en fait, hein, contre voilà, le peuple, c'est le souverain en démocratie. Donc celui-ci cesserait aussitôt d'exister, car son existence, comme celle de l'ignorance et de tout ce qui est limitation, est purement négative. Il n'est que par la négation de la vérité traditionnelle et supra-humaine. Voilà, la vérité traditionnelle et supra-humaine qui est en fait l'extase, quoi, hein, la possibilité de comprendre le divin, de comprendre qu'il y a ce divin qui est là. Ce changement se produirait ainsi sans aucune catastrophe, ce qui semble à peu près impossible. Par toute autre voie, avons-nous donc tort si nous affirmons qu'une telle connaissance est susceptible de conséquences pratiques véritablement incalculables? Mais d'un autre côté, il paraît malheureusement bien difficile d'admettre que tout arrive à cette connaissance, dont la plupart des hommes sont certainement plus loin qu'ils ne l'ont jamais été. Il est vrai que cela n'est nullement nécessaire, car il suffit d'une élite peu nombreuse, mais assez fortement constituée, pour donner une direction à la masse, qui obéirait à ses suggestions, sans même avoir la moindre idée de son existence, ni de ses moyens d'action. La constitution effective de cette élite est-elle encore possible en Occident? Voilà. Et c'était vraiment bien vu cette vision, voilà, que quelques décennies plus tard, des écrivains comme H.G. Wells, Aldous Huxley,
vont travailler plus précisément. Voilà, ben je vais arrêter là pour cette vidéo et à très bientôt. Merci de votre écoute.